Donc bonjour, puis bienvenue à cet autre cours de 420T05. Aujourd'hui, on va aller regarder premièrement une correction de l'exercice, puis aussi un petit rappel de comment Express fonctionne pour être certain d'être capable de revenir à des projets déjà existants pour être capable de les faire fonctionner correctement. Donc, on s'était dit que Express était un serveur web qui me permettait de répondre à différentes requêtes pour être capable d'être un point central quand on travaille avec des objets IoT. Puis là, objet IoT, c'est un... c'est un peu un pléonasme, mais le principe d'avoir un endroit qui permet de recevoir les informations, de les traiter, de renvoyer des codes, des instructions, c'est ce que Express nous permet de travailler. Donc, on avait été regarder premièrement le principe de comment exécuter cette application-là. Donc, Express, c'est un module, c'est une librairie dans l'écosystème de Node.js. Node.js qui était notre application qui nous permet d'exécuter du JavaScript sur nos ordinateurs, autre que dans le navigateur web. Donc, on avait téléchargé dans notre dossier la librairie de Express. Donc, on avait été dans le terminal, là. On avait installé Express, on avait fait ça une fois, on n'a pas besoin de le refaire. Okay? Donc, une fois que ça c'est fait, on a ici le dossier Node Modules, là, puis à l'intérieur, ça a downloadé plein de choses, incluant la librairie Express. Puis tant qu'on reste dans ce dossier-là, on va être capable de continuer à utiliser cette librairie-là sans avoir à la réinstaller à chaque fois. Ensuite, on avait un logiciel qui était écrit, un programme qui était écrit dans un fichier .js, donc de notre choix. Moi ici, je l'avais appelé app.js, mais on pourrait s'en faire un nouveau qui va s'appeler, mettons, exercice Express. Puis, à l'intérieur, on pouvait commencer à travailler avec le principe de Express.js. Donc, pour être capable de travailler avec celui-ci, on avait quelques éléments qui étaient demandés de base. Donc, il fallait avoir une première utilisation qui nous permettait d'importer la librairie. Okay, donc, ça ici, le mot-clé require, c'est un mot-clé qui existe dans Node qui me permet d'importer des librairies. Puis, une fois que j'ai importé cette librairie-là, je l'utilisais pour être capable de me construire l'objet app qui était l'objet que j'allais configurer pour être capable de setter, décider qu'est-ce que mon serveur allait être capable de faire. Fait qu'on avait ces deux premières lignes-là qui étaient un peu obligatoires. Puis on avait aussi une constante qui était le port. On s'était dit que quand on travaillait avec des adresses, il y avait différentes parties dans l'adresse. Il y avait le protocole que nous, on utilisait le HTTP ou HTTPS. On avait le nom de domaine qui était la partie .com, .org, boîteboulogne.qc.ca. Puis après ça, on avait le port possiblement avec un numéro. Donc c'est un peu un numéro de comme quand tu t'en vas chez quelqu'un, il y a comme différentes portes que tu peux choisir. Ça, c'est les différents ports qui existent. Habituellement, avec certains protocoles, il y a des numéros déjà prédéfinis qui existent. Donc 80 pour le HTTP, 443 pour le HTTPS. Donc, on pouvait changer ça en utilisant un port spécifique. Puis, on avait la dernière action qui était dans notre programme. La dernière chose, il faut toujours que ce soit en dernier, après toutes les configurations, qui va être je démarre mon serveur. Donc, avec le app qu'on a créé, on a la méthode listen, puis qui a comme paramètre le port justement que je veux utiliser. Fait que quand j'ai cette partie-là, donc si on fait juste reconstruire de base, on ne fait pas encore les différentes choses qui ont été demandées. Une fois qu'on a ce fichier-là de prête, on peut cliquer sur notre bouton play. Attends, je vais me descendre un petit peu pour que je sois un petit peu plus visible. De même. On va dire.
Donc, on a le bouton Play ici en haut qui me permettait de commencer l'exécution de mon programme. Puis, c'est un programme qui est événementiel. Donc, le programme fait juste continuer de rouler jusqu'à temps que tu l'arrêtes manuellement en allant cliquer sur le bouton Stop. Donc, c'est à ce moment-là que ça l'arrête. Je peux le repartir. Puis, on avait aussi parlé que quand tu le démarres, il faut faire attention parce que la version qui existait quand tu as cliqué sur Play, c'est la version qui est en mémoire. Donc, si tu fais des modifications, il faut que tu repartes le serveur pour voir ces modifications-là. On avait ensuite regardé comment utiliser, comment travailler avec ce serveur-là qu'on avait configuré. On avait travaillé avec le Thunder Client, qui était un outil de requête HTTP. Donc, il y en existe d'autres. Il y en a en command line, il y en a en outils à part. Le Thunder Client est tout simplement intégré dans Visual Studio Code, fait que ça nous simplifie la vie. Fait que à partir de là, on peut faire des requêtes. Donc, tu peux faire une nouvelle requête. On pouvait choisir le type de méthode. OK? Puis, on avait ensuite l'URL à laquelle je voulais faire la méthode. Donc, on avait ici le localhost qui était notre ordinateur en tant que domaine. Donc, c'est une adresse automatique que tu peux comme te parler à toi-même. Puis, nous, on avait seté le port 3000, donc on peut faire le 2.3000 derrière. Puis là, quand j'essaie de faire le send, j'ai ici le résultat qui est en ce moment un code d'erreur, un code de statut 404, parce qu'il n'a pas trouvé cette information-là, parce que je n'ai pas rien configuré encore à l'intérieur du serveur. Fait qu'on peut retourner dans notre exercice et commencer à se souvenir comment est-ce qu'on faisait pour rajouter des routes. Donc, le principe d'une route, c'est le principe où un chemin d'accès. Donc, quand on travaille ici, on peut avoir le chemin. Donc, on a ici le chemin d'accès de l'URL. Donc, c'est un peu comme des dossiers. Puis ça permet de dire pour un serveur spécifique où je veux aller. C'est quoi la ressource, c'est quoi la page, c'est quoi le fichier que je veux aller chercher. Donc, on avait des configurations à établir pour être capable de construire cette application-là. C'est là qu'on peut commencer à regarder qu'est-ce que nous, on s'était donné comme exercice la semaine passée. Donc, on s'était dit que, dépendamment des différentes méthodes, on allait faire différentes choses. Donc, pour configurer notre... Ici, on va aller regarder ça. Pour configurer notre petit projet. Attends, ici, je veux juste mettre ça pareil des deux endroits. Comme ça ne va pas être trop perdu. Et voilà. Là, si je change, on est bon. OK. Donc, on a ici le principe d'avoir l'app. OK? Donc, ça, c'est notre objet qui va toujours être nommé app par convention. Puis après ça, on a le nom de la méthode. Donc, ici, le nom de la méthode, c'est le nom de la méthode HTTP, okay, de la requête HTTP. Donc, on avait vu qu'il existait différentes méthodes. Puis, nous, particulièrement, okay, c'est comme les 4 premières qui sont les 4-5 premières qui sont les plus importantes. Donc, le get, c'est celui qui est utilisé dans la majorité des requêtes sur le web. Donc, quand je vais aller chercher une page web, c'est un get qui se passe. Quand je vais aller donner des informations, on a le post. Donc, ça ici, ça va être habituellement pour créer une nouvelle information. On va avoir le put ou des fois le patch, dépendamment de à qui tu demandes puis comment tu le demandes, qui va venir mettre à jour des informations. Puis, on va avoir ici le delete qui va supprimer des informations ou enlever des informations. Donc, ici, le principe de ces différentes méthodes-là, c'est des principes qui sont purement conceptuels. Derrière, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est habituellement qu'est-ce qui se passe. Mais si tu as un API qui est mal fait ou mal pensé,
faut faire attention, c'est pas garanti que ça va faire exactement qu'est-ce qu'on pense. Fait qu'on a le principe de l'app, puis on a une méthode qui s'en vient derrière. Donc, pardon. On a ici dans notre exemple, il faut que je revienne en place, ici. Dans notre exemple, on demandait que pour un get, on voulait faire quelque chose. Donc, on a ici notre app, puis le nom de la méthode, on utilise la méthode get. Okay? Puis ici, on utilise le nom de la méthode en minuscule. Okay? Donc, en minuscule, même si le nom de la méthode en HTTP est en majuscule avec la get. Ensuite, on a deux paramètres. Un qui va être le chemin sur le serveur. Donc, si on regarde dans notre question, on demandait d'avoir à la racine sur le slash. Donc, comme premier paramètre, je peux indiquer que c'est le slash. Puis, comme deuxième paramètre, on se disait qu'on a le handler. Donc, le gestionnaire, qui va être en fait une fonction qui va être exécutée quand cette route-là va être détectée, quand cette route-là va avoir un match sur quelqu'un qui arrive sur le site web qui essaie de voir quelque chose. Fait que si on regarde quelle sera cette fonction de gestion-là, ce handler-là, on a ici une fonction fléchée qu'on avait vu, qui était une définition de fonction en tant qu'expression, où on a les différents paramètres d'entrée, puis on a une flèche avec des accolades et les instructions à faire à l'intérieur. Donc ici, on a la fonction, mais qui a à l'intérieur la fonction fléchée avec deux paramètres d'entrée. On va aller les voir plus en détail aujourd'hui, le rec et le res. Puis là, ici, je peux voir que j'ai un res-send qui envoyait des informations. Là, nous autres, on disait, on voulait que ça soit bonjour T05. Fait qu'encore une fois, quand on fait un changement, il faut arrêter. Oups, on ne voit plus mon écran de code. Fait que quand on le met à l'intérieur, on a la fonction fléchée. OK? On a le send à l'intérieur. Puis là, nous autres, on remplace ça par le bonjour T05. Et quand on fait un changement, on sauvegarde. OK, on sauvegarde. Puis après ça, on repart le serveur pour être certain d'avoir la dernière version à jour. Puis maintenant, quand je vais faire ma requête, je devrais recevoir premièrement un code de statut 200, puis le contenu que moi j'ai décidé d'envoyer avec cette information-là. Alright. Donc, ensuite, on avait le besoin de construire un compteur qui va compter le nombre de fois qu'on a été sur un post. Fait que là, on avait besoin de faire le post, on a besoin de faire le get, puis on a besoin de faire le delete. Fait qu'on va aller faire chacun de ces éléments-là. Fait qu'on va commencer avec le get, c'est le plus simple. OK, point get. Puis là, nous autres, on disait qu'on veut aller sur le chemin counter. Puis après ça, on a encore notre rec res avec les éléments. Puis là, nous autres, on sait qu'on veut envoyer des choses. Mais on avait jasé juste avant que si je fais juste envoyer une valeur, OK, fait que mettons ici, j'ai un compteur. Ça. Fait qu'encore une fois, là, je veux tester qu'est-ce qui se passe. J'arrête le serveur, je repars le serveur. J'ai fait un get sur le counter. Ça me donne un résultat. Fait que là, ici, si j'essaye avec counter, je peux voir que ça me donne une erreur interne. Okay, donc, j'ai un internal server error. Je peux voir ici dans mon élément là, qu'il s'est passé quelque chose de problématique. OK? Pourquoi? Parce que ça dit que j'ai envoyé un code de statut invalide en envoyant 0. Donc là, la problématique, c'est en fait que le send
essaye d'être un petit peu plus fancy, puis essaye de comme détecter qu'est-ce que tu essaies d'envoyer pour essayer de comme prendre la bonne idée, la bonne information. Fait qu'on avait parlé que si tu envoies un code d'erreur qui fonctionne, un code de statut, on va reparler des codes de statut, là, je sais être certain que tout le monde se souvient de ça. Oups, pas bonne place. Fait que j'ai reparti le serveur. Puis là, ici, si je réessaye, le code de statut que j'ai envoyé, c'est le code de statut qui est reçu pour la requête, puis là, qui décide qu'est-ce qui se passe avec. Fait que ce qui se passe derrière, si on s'en va voir dans les références, pour essayer de comprendre comment send fonctionne, ici. Donc, le principe, c'est que ça va envoyer une réponse. Puis, ça peut être différentes choses, dépendamment de qu'est-ce que j'envoie. Puis, pardon. Le principe, c'est que si on envoie une version qui est numérotée, lui va automatiquement envoyer le code de statut. C'est ça, en fait, qu'on voit ici, là. Puis, ça cause beaucoup de problèmes. Fait qu'en fait, on peut voir que c'est decrypted. Donc, ce mot-là, habituellement... Oups, on va retourner dans la partie de code. Donc, si on regarde le code d'erreur, on voit ici que ça dit que c'est decrypted. Pourquoi? Parce que ça cause, là ici, on ne s'attendait pas à ça vraiment. Hein, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais qui nous a surpris. Donc, quand le monde construit des logiciels, des choses qui surprennent, habituellement, il essaye d'éviter ça. Fait que là, ici, le principe que quand on nomme quelque chose de deprecated, ça veut dire que ça va être enlevé dans une version future. Ça ne l'est pas encore parce que peut-être que tu ne t'attendais pas à ça, peut-être qu'il faut que tu fasses une mise à jour de tes affaires, mais ça va disparaître, okay, habituellement avec la prochaine version majeure ou des choses comme ça. Fait que là, si nous, on veut ne pas envoyer le code de statut, mais bien juste le texte qui représente le nombre, on avait vu qu'on peut convertir des valeurs numériques en chaîne de caractères avec la fonction de conversion string. Fait que on avait vu que je peux utiliser la fonction de conversion string. Encore une fois, je viens de faire une modification, j'arrête, je repars le serveur. Je pars le counter, puis là, je peux voir ici que j'ai le statut OK, ça veut dire qu'il a réussi à faire la requête. Puis, il envoie le contenu de la valeur que moi, je voulais envoyer, mais en chaîne de caractères. Fait que c'est dans le texte de la réponse qu'on va pouvoir traiter. Fait que à ce moment-là, je peux remplacer ça par counter. On l'arrête, on repart. Puis là, quand j'essaie de regarder counter, ça va me donner la valeur 0. Fait que là, je veux avoir les autres chemins qui vont être capables de modifier les valeurs. Donc ici, je peux faire un app post sur counter. Puis là, le principe, c'est qu'avant de faire le renvoi de l'information, je vais vouloir le changer. Fait que je peux dire counter plus égale 1. Donc, ça ici, c'est la même chose que si j'avais écrit counter plus 1. Okay, il y a un raccourci syntaxique qui me permet d'écrire counter plus égale 1. À ce point-là, je renvoie quand même une réponse parce qu'il faut toujours renvoyer une réponse. Si on essaye, donc j'ai un post, ok, je l'ai fait, je pars mon affaire. Là, ici, j'ai le counter avec le get, fait que là, je vais changer ça pour un post. Puis, si j'essaye, je peux voir ici là, que il est en attente de la réponse. Parce que lui, il a essayé de répondre, ben, il est en train d'essayer de répondre, mais
puisqu'il n'y a pas eu de send, ben, il ne va jamais renvoyer de résultat, il ne va jamais dicter que ça a fonctionné. Fait que, il faut absolument avoir un send. Oups, je vais sauvegarder ça, on le repart. Fait que là, maintenant, quand j'ai un post, je peux voir qu'à chaque fois que je clique, j'ai maintenant un résultat qui augmente. Puis là, si je retourne sur le get, je suis capable d'avoir la valeur courante, mais qui n'augmente pas. Hein? Fait que le get me permet d'aller lire l'information, le post me permet d'aller changer ou modifier l'information. Fait qu'il nous reste le delete à faire. Encore une fois sur la même adresse. Où là, le counter va juste devenir à 0. Et avec ça, on revient. Donc là, en passant, si je clique sur le get, le compteur est revenu à 0. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté mon application, je l'ai reparti, fait que en ce moment, il repart le programme du début. Quand je repars le programme du début, il met le compteur à 0 par défaut. Fait que si je veux l'incrémenter, je vais utiliser le post pendant quelques instants. Post. Si j'utilise le get, je clique, ça reste la même valeur. Puis si j'utilise le delete, quand je le teste, je clique, j'ai le 0. Puis là, si je reviens sur le get, je garde la valeur 0. Mais on voit que la valeur est éphémère avec l'exécution de notre serveur. Donc, dans des applications de production, dans des applications plus robustes, il y aurait une connexion à une base de données habituellement qui ferait en sorte que les données seraient permanentes. Comme ça, s'il y a une modification, ça peut être mis, puis que même si le serveur arrête ou plante ou il y a une panne de courant, les données vont rester permanentes plutôt qu'éphémères comme là on a avec notre version. Et ça fait le tour de notre exercice sur les fondements d'Express. Est-ce que ça avait quand même bien été comme exercice? Ici, un petit thumbs up pour dire que tout le monde l'avait. Ou dans le chat, un 5 out of 5. Pour bien comprendre que les choses ont bien été. J'en ai 2-3 au moins. Ceux qui m'écoutent. Je vais déposer sur le chat le fichier que je viens tout juste de construire pour que vous puissiez l'étudier au besoin. Allez. Excellent. Super. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou des variations que vous vouliez partager avec moi pour voir si tout était beau ou on est tigidou pour continuer avec tout ça? Tout semble beau et bien. Excellent. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon.
je checker quelque chose. OK. Parfait, ça c'est bon. Alright. Fait qu'on va pouvoir aller regarder notre documentation d'aujourd'hui. Je vais la mettre dans le chat comme d'habitude. On va aller regarder, en fait, la référence. Ici, comme ça. Comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ici. On va aller commencer avec le principe de l'objet de requête. Et le site web, ici. Fait que là, en ce moment, on a travaillé avec les fonctions. On va l'ouvrir dans un autre ici, comme ça. Ici. Ça ici. Voilà. Ici. OK. Fait que quand on travaille avec les différentes fonctions de configuration, okay, donc on peut voir ici l'exemple de qu'est-ce qu'on a fait avec notre nos différents exemples. Là, on commence avec la gestion de la librairie, puis après ça, on a la méthode, le chemin, puis là ici, on a une version non fléchée, là, hein, mais c'est le même, on sait que c'est synonyme d'avoir écrit le mot fonction. Puis à l'intérieur, on va avoir une fonction qui peut avoir jusqu'à 3 paramètres. Okay? Donc nous, on va juste en utiliser 2. Mais il en existe un troisième pour des versions plus avancées là, que nous, on ne verra pas. Fait que, il existe le premier paramètre qui est par convention appelé REQ, R-E-Q pour Request. Puis il va y avoir le RES, R-E-S, pour le Response. Donc, quand on veut construire la fonction qui va gérer, hein, parce que c'est un gestionnaire, c'est un handler, qui va gérer la requête. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui vient faire une requête à mon application, puis là, il faut que je réponde. Hein? Fait que, il y a la réponse. Hein? Fait que nous, qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait l'objet de réponse. Hein? Donc, si on s'en va voir l'objet de réponse, lui, dans l'objet de réponse, c'est lui qui a le send pour envoyer l'information. Puis ici, en passant, par convention, on l'appelle req-res, là. Mais tu peux lui donner le nom que tu veux, ça n'a pas d'importance, c'est l'emplacement du paramètre qui a de l'importance. Mais de l'autre bord, il y a aussi l'objet rec, okay, qui va être le contenu de la requête. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que contient le contenu de cette requête-là, pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis voir quel genre de requête est-ce qu'on peut gérer aussi avec ça. Donc, le principe, c'est que quand je fais une requête, je
peux avoir à l'intérieur du chemin des informations. À l'intérieur du chemin, je peux avoir des éléments qui sont variables. Puis aussi, quand je travaille avec un post, je peux même avoir du contenu, OK, à l'intérieur de la requête qui ne fait même pas partie de l'URL. Fait qu'on va aller regarder tous ces éléments-là. C'est ça le lien que je vous ai donné pour aller chercher, voir c'est quoi la requête. Fait qu'on va aller dans la documentation officielle. Puis on peut voir ici qu'on a la requête. Puis là, on a toutes les propriétés possibles, OK, qu'on peut avoir. Puis qui peut être intéressantes pour nous. Ne sont pas tous intéressantes pour nous, là, mais il y en a certaines qui... on va en regarder quelques-unes pour comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Fait que si on reprend... on va revenir dans notre premier app.js. OK. On va arrêter l'ancien. Puis on s'était ici... juste pour se remettre dedans. Donc on va fermer ça pour l'instant. On n'en a plus besoin. Fait qu'on va regarder ici notre application qu'on s'était laissé avec la semaine passée. On avait un post, autre chemin, puis on avait juste ici un console log, puis ça faisait juste un post derrière. Fait que je peux faire rouler ça. Aller chercher autre chemin. J'ai mal marqué autre chemin. J'ai pas fait un post, j'ai fait un get. Okay. Autre chemin. On a le compte. OK? Donc, on a cet élément-là. Déjà là, on peut commencer à regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le rec. Fait que là, ici, ce que je peux faire, c'est que je vais faire un console log de rec. Hein, parce qu'on peut voir que quand on ferme ça, on repart ça, on va le repartir, on s'en va en bas. Puis là, ici, hein, je peux voir que j'ai le halo du console log qui était notre console log est ici. Puis là, moi, qu'est-ce que j'ai fait là, c'est que j'ai affiché qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de rec pour voir comme toutes les possibilités derrière. Puis on peut voir qu'il y en a beaucoup de stock à l'intérieur de la requête. OK? C'est pas tout utile tout le temps, là. OK? Mais il y en a plusieurs qui peuvent être intéressants. On va aller voir. Bon, OK, on a toutes ces affaires-là. Le serveur. OK, parfait. Fait que si on regarde dans notre objet de requête, donc dans la documentation, il y a des choses que je peux aller chercher sur la requête elle-même. OK? Comme, admettons, je peux aller savoir c'est quoi le nom de la méthode. Si je regarde ici, donc encore une fois, qu'est-ce que j'ai ici dans le output, là? C'est un console log de mon objet requête. Hein? Fait que je peux ici, puis c'est un méga objet JavaScript, hein? Fait que c'est des clés valeurs qui me permettent d'aller chercher les éléments. Fait que je peux voir ici que j'ai la méthode post qui a été faite, ce qui est normal parce que c'est ça qu'on a fait comme requête. Hein, si je voulais aller chercher juste cette partie-là, on sait qu'on peut aller chercher dans un objet hein, l'information pour aller chercher la méthode. Là, si je le répare, on ferme ça, on repart ça. Là, je peux voir ici, hein, le console log fait juste afficher le nom de la méthode. Donc, je peux aller chercher juste l'information que je veux. Là, j'utilisais le rec général, comme ça, on peut tout le voir d'un coup. Là. Hop, hop.
avait... Est-ce que je peux les... Non? Dommage. Ça c'est... Ici... Excellent. Fait qu'on était à méthode. Quelle autre information qui peut être intéressant? Il va avoir... un peu plus bas... OK. Le chemin qui a été demandé. Donc, on va voir ici qu'on a le original URL. Donc, c'est en fait l'URL que moi, j'ai spécifié. Là, t'es comme, OK, ben, pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Je le sais déjà, tu sais, j'étais dans le code de cette affaire-là. Parce qu'on va voir dans quelques instants qu'on peut avoir des requêtes qui vont avoir des URL variables. Donc, on va être capable d'aller chercher des informations sur, tant que tu as marqué autre, puis si tu marques n'importe quoi après, c'est correct, je vais être capable de le prendre. Ben là, en allant chercher le original URL, ça va être intéressant, qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis, on va aussi avoir deux éléments extrêmement intéressants qui vont être les paramètres puis le query qui vont venir avec. En fait, la partie de query, on a déjà regardé ça. Donc, quand on avait étudié l'URL, comment est-ce que c'est construit? Ici, c'est ici, puis là, on revient ici. Puis on s'était dit comment est-ce que l'URL est construit. On s'était dit qu'on a le schéma ou le protocole, le nom de domaine, le port, le chemin. Puis après ça, on avait les query parameters. Qu'on s'était dit que quand tu as un point d'interrogation, tu peux donner comme des clés-valeurs. Puis ces clés-valeurs-là vont être envoyées avec la requête. Fait qu'on peut, quand... On revient ici. Quand je construis mon élément, commencer à mettre des paramètres de requête. Fait que, mettons, genre location, puis là, on pourrait dire, mettons, Montréal, OK, puis là, on pourrait dire des choses comme indicatif 514. Puis on peut voir ici que ça amende la requête pour être capable d'aller mettre ces informations-là après. Puis là, quand je vais faire cette requête-là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que si je remonte, puis je m'en vais voir mon query, ben là, je peux voir que les informations que moi, j'ai rentrées dans l'URL, c'est des informations qui apparaissent quand on peut aller, ben, quand on va chercher les informations de la requête. Fait que ça veut dire que si je fais quelque chose comme ça, je peux aller faire un console log de requête, point query, point indicatif. Je repars mon projet. Puis là, quand je fais cette requête-là, je peux voir ici que j'ai l'indicatif qui est directement existant. Là, il faut faire attention par contre parce que si je le décoche, il n'est plus là, puis que là, je fais mon send, il va me donner quelque chose de undefined, ce qui peut être problématique. Donc, on a dans la requête le principe du query. On va avoir le principe de paramètre dans quelques instants pour pour des éléments variables dans la route, là, mais on se donne 5 minutes pour aller voir ça. Puis, je pense que c'est ceux-là qui sont les plus intéressants
quand on travaille. Il y en a un dernier qui va être le body. OK? Donc, le body, pour être capable de l'utiliser, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des middleware, qui vont être des fonctions de gestion pour traiter les informations. OK? Donc, ici, quand on va vouloir utiliser, puis là, c'est cette partie-là spécifique, on va la mettre, parce qu'elle va revenir de manière intéressante. Donc, avant de pouvoir l'utiliser, il va falloir utiliser des middleware. Fait que le principe ici, c'est que si je regarde comment on l'utilise, j'ai un app, puis j'ai un point use à la place d'un point post, un point get. Fait que ça ici, ça va être des fonctionnalités qui sont rajoutées pour toutes les routes, pour tous les éléments que je veux travailler. Donc, je peux le prendre, directement le mettre au début de ma configuration, donc avant mes configurations. Les configurations sont gérées de manière séquentielle. Fait que si je veux que ce soit pour tout le monde, je le mets directement au début. Puis là, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'être capable de rajouter un contenu à ma requête post pour être capable d'aller envoyer un objet qui n'est pas formaté dans l'URL, qui est vraiment mis à part. Fait que là, ici, j'ai les différents paramètres, mais si je regarde dans les différents onglets, j'ai un onglet Body. OK? Puis là, le principe, c'est que je peux mettre dans l'onglet Body pas mal qu'est-ce que je veux. Là, ici, dans les derniers cours, vous m'avez montré des exemples. Là. Fait que si je vous parle de JSON, est-ce que ça vous... thumbs up, thumb middle... Ouais, ben on en fait un peu dans le T08, là, dans le fond, quand on fait avec le Node-RED, là, puis... C'est ça, là. Fait que vous avez déjà connaissance de que c'est un format pour être capable de transférer des données de manière texte, puis en fait, qui est basé sur le JavaScript. Hein. Le JSON, c'est le JavaScript Object Notation. Fait que c'est à la place de devoir écrire quelque chose comme... ben, c'est... D'écrire quelque chose comme ça, c'est en fait du JSON. C'est la version textuelle de données JavaScript, d'objets de données JavaScript. Fait que le principe, c'est que dans le corps, hein, puis là, je peux avoir différentes versions dépendamment de qu'est-ce que je veux avoir. Mais je peux mettre du contenu JSON. Fait que, admettons ici, je pourrais mettre non. Et puis là, je pourrais mettre go. Là, je pourrais mettre titre. Là, je peux le mettre sur plusieurs lignes si je veux. Puis avec ça, là, j'ai un contenu qui existe, qui n'est pas dans l'URL, mais qui va être envoyé avec la requête. Fait que là, si j'exécute ça, si je remonte quelque part là-dedans, je cherche. En fait, je vais chercher Hugo, c'est plus simple. Voilà, on va aller chercher nous-mêmes. Le principe, c'est que je peux aller chercher le contenu. Ok, on va enlever cette partie-là parce que ça fait trop de grabuge. On repart ça. On clean tout ça. On ferme ça. Puis là, en ayant envoyé du contenu, je peux aller recueillir ce contenu-là en tant qu'objet JavaScript. Fait que là, à partir de là, si je fais rec.body.non, parce que je sais qu'il y a cette information-là dans qu'est-ce que j'envoie, quand je fais le send, je suis capable d'aller recueillir
seulement le nom à partir de cet objet JavaScript-là qui a été envoyé en JSON puis qui a été transformé. C'est ça en fait qui se passe quand on utilise ce middleware-là. Ça dit, gars, regarde, si c'est du JSON, puis on va être capable de le gérer correctement avec ça. Fait qu'on est capable de gérer des structures de données en JSON puis recevoir leur contenu dans des posts. Fait que là, je peux envoyer une requête. Puis dans la requête, je peux avoir un paquet de configurations, un paquet d'informations. Je veux telle lumière, je veux telle intensité, je veux telle couleur. Puis là, cette requête-là va pouvoir être transmise avec toutes les informations de configuration à l'intérieur de celle-ci. Alright. Fait que ça, c'est pas pire. On va voir s'il y avait autre chose que je voulais regarder avec vous par rapport à ça. C'est bon, ça c'est bon. Ouais, tout ça c'est bon. Fait que ça c'était qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher dans l'objet de requête. Donc la personne qui fait la requête envoie des informations, que ce soit dans le corps de la méthode, que ce soit avec les query parameters. On va voir aussi qu'il existe une autre forme de sélection avec les paramètres dans l'URL, mais ça, il faut aller regarder un petit peu plus des éléments de la gestion de routage. Ce qu'on va faire en revenant de la pause, c'est qu'on va se prendre une petite pause. On va revenir à 15h15 pour aller regarder les principes de routage. Donc, quand on va revenir, on va aller regarder cette page-là. Donc, on revient. Ah, j'ai pas mis encore mon élément avec un gentil texte. Qui dit pause et qui est au centre. Fait qu'on revient à 15h15. À tout de suite. Donc, on va continuer le cours d'aujourd'hui avec le principe de routage plus avancé. Donc, on avait vu que on pouvait avoir à partir de notre objet app les différentes méthodes HTTP qui nous permettaient de configurer des réponses pour être capable de répondre à différents événements. Donc, il existe plus d'options que juste le nom des différentes méthodes. Donc, on va avoir la possibilité de faire le get, put, blablabla. Mais il va aussi avoir certaines méthodes spéciales comme le all ou comme le use qui vont nous permettre de faire des choses plus fancy ou plus spécifiques. Donc, la première chose, c'est qu'on peut utiliser le all pour dire toutes les méthodes HTTP. Donc, si je veux être capable de faire la même gestion, si tu fais un post, si tu fais un delete, si tu fais un put, je peux utiliser le all à la place de comme faire un copier-coller puis de gérer chacun individuellement. On peut aussi avoir le all qui est intéressant quand j'en ai deux, comme mettons le put puis le post, je veux que ça se fasse la même chose, puis le get, je veux que ça fasse quelque chose de différent. Je peux utiliser le all, puis à l'intérieur du all, je peux avoir des conditionnels. Donc, si on
reprend un peu qu'est-ce qu'on avait, mettons, dans notre exercice. Non, ça c'était les solutions d'exercice. Moi, je veux exercice express. Le principe, hein, c'est qu'on avait ici un get pour le counter, le post pour le counter, le delete pour le counter. Et dans tous les cas, on renvoyait tout le temps la même chose. Ben, on peut simplifier cette utilisation-là avec un app all de counter. Et là, je peux avoir mon habituel recres à l'intérieur. Puis là, le principe, c'est que, quoi qu'il advienne, hein, je fais le res.send. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que à la place de ceux-là, donc je peux déliter tous ceux-là, mais il va falloir que je regarde c'est quoi la méthode. Hein, il va falloir que je regarde c'est quoi qui se passe dépendamment de la méthode. Et que je peux faire ici, juste pour le tester, un console log hein, de la requête. Puis je peux regarder la méthode. Puis là, quand j'exécute celui-là ici, et que je m'en vais sur counter. Oups, j'ai oublié de mettre un slash. Hop. Je pense qu'il y a une erreur dans la méthode, l'orthographe. Ok. Ouais. Pourquoi ça donne undefined? C'est ma faute, sûrement. Ah! Maintenant, on est bon. Il y a deux choses qui sont intéressantes à voir avec ça. Premièrement, bon, fait que là ici, hein, je voulais voir, non, on va fermer ça là pour l'instant. Donc, je voulais voir que le all, hein, je peux voir le résultat finalement de la méthode quand je l'écris comme il faut. Puis, il y a un autre élément qui est intéressant, parce que si, admettons, je fais le post, OK, puis que là, je clique, je peux voir que ça me dit le post, comme qu'est-ce que je m'attendais. Mais, qu'est-ce qui est différent, c'est que la valeur, elle n'augmente pas. OK, donc ici, il faut faire attention quand on configure avec Express, la configuration se fait de manière séquentielle. Et le principe, c'est que quand je reçois une requête, c'est comme si c'était un paquet de if, ces affaires-là. Là, le principe, c'est que ici, j'ai dit que ce soit n'importe quoi, fais celle-là. Puis comme un if, dès qu'il va en pogner un, qui va matcher, dès qu'il va aller exécuter un des blocs de code, il n'ira pas faire les autres. Fait que avec le all qui est ici, toutes les autres qui sont en dessous, en ce moment, ils sont juste pas. Ils n'existent pas. Okay? Donc, ils sont pas atteignables. Fait que faire attention à ce genre de dynamique-là. Là. Je vais montrer ça en même temps qu'on regardait la méthode. Fait que là, avec ça, ben là, je peux faire une conditionnelle. Puis, dans la conditionnelle, ben, je peux dire si la méthode c'est post. Ben, si la méthode c'est post, c'est que je veux que mon counter il augmente de 1. Puis, sinon, si la méthode c'est delete, oups, ben là, je veux que le counter soit égal à 0. Là, si je repars ça, j'ai maintenant le post qui a commencé à fonctionner. Puis je peux voir ici que j'ai le console log hein, qui vient avec. Si je fais le get, j'ai le get qui apparaît avec le résultat courant. Si je fais un delete, j'ai le delete qui le remet à 0. Mais là, à place d'avoir 3 éléments qui sont sensiblement pareils, j'ai utilisé le all qui me permet de gérer
toutes les variations d'un seul coup. Fait qu'on a le all qui est intéressant. Puis après ça, on peut comme utiliser dans la requête elle-même la méthode pour avoir des variations. Puis on va aussi, puis on a vu l'utilisation du use qui va être ce qu'on appelle un middleware. Donc le principe du middleware, on va aller le voir un petit peu plus tard aujourd'hui, ça va être être une couche intermédiaire. Ça le dit dans son nom. Hein? Ware, c'est un software, c'est un outil, c'est quelque chose qui me permet d'utiliser, de construire, de modifier quelque chose. Puis, ça vient dans le milieu. Fait que le principe, c'est qu'on a notre requête, puis là, on va pouvoir avoir plusieurs étapes de middleware. Puis, à la fin de ça, on va avoir notre réponse. Okay? Donc, le principe du middleware, c'est quelque chose qui vient se faire entre la requête et la réponse. On va aller le voir un petit peu plus tard, plus en détail. Puis, tu sais, on l'a semi-utilisé, le use, là, quand on a utilisé avec le point JSON, blablabla, quand on avait besoin du body. On va aller comprendre qu'est-ce que ça fait un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que ça va bien. On a le principe du all des paths. Ça, c'est tout super. On a, avec les routes, la possibilité d'avoir des expressions régulières. Donc, est-ce que les expressions régulières, c'est quelque chose que vous avez vu à l'intérieur d'un autre cours ou c'est un mot qui, peut-être que vous avez vu, mais qu'on n'a pas vraiment étudié? Je vous parle de regex avec des points d'interrogation, des plus, des étoiles, puis des parenthèses. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Enfin, un petit peu là, pas vraiment là. Plus pas vraiment. Je m'attends à une réponse non là, ici. Là, fait que c'est correct si c'est pas le cas. Le but, c'est de le voir puis d'être conscient de ça. C'est juste, je ne vais pas me répéter si vous l'avez. C'est la troisième fois que vous le voyez. Parfait. Fait que le principe des expressions régulières, c'est d'être capable de définir des règles qui vont être capables de d'écrire un motif, d'écrire un pattern, d'écrire une séquence de plusieurs variations de texte possibles. Fait que, un exemple typique, c'est de dire si je te donne, admettons, attends, on s'en va dans la version de code, dans Visual Studio Code, puis là je te dis, ok, là, je te demande dans la liste lesquels sont des numéros de téléphone. En tant qu'être humain, OK, mettons que numéro de téléphone canadien, là, on se limite les choses. En tant qu'être humain, on est vraiment des excellents discernateurs de motifs. OK, puis on peut facilement faire comme pas de problème, ça là c'est un numéro de téléphone, ça là c'est un numéro de téléphone, ça là c'est un numéro de téléphone, puis ça là c'est un numéro de... Ah non, même pas. C'est pas celui-là. Fait que pas celui-là, mais les autres, c'est des numéros de téléphone. Puis là, pourtant, ils ont plein de variations à l'intérieur. Il y en a qui ont des tirets, des espaces, des parenthèses, comme il y a plein de choses qui se passent. Fait que les expressions régulières, c'est un langage descriptif pour être capable de construire une espèce de texte qui va être capable de me dire, ben, je sais que ça, puis 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 ça, c'est des numéros de téléphone, puis les autres, ça n'en est pas. Donc, si on regarde un peu comment ça fonctionne, on va aller ici sur... On va mettre ça plus grand.
Et on va taper ça à l'intérieur ici. Fait que le principe des expressions régulières, okay, c'est d'être capable de taper l'expression. Puis après ça, on peut décider est-ce que ça fit par rapport à qu'est-ce que je recherche. Fait que, admettons ici, je tape allô. Hein? Ben là, ici, je peux dire allô, salut, comment un allô à toi va? Salut, bonjour. Voilà. Puis là, on peut voir que il a été capable de détecter que la chaîne Allo était à ces endroits-là. Fait que, à la base, c'est un outil qui me permet de détecter des endroits où il a trouvé un motif. Tu peux l'écrire littéralement. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si, mettons, j'écris Allo ou Allo, ça ne fonctionne pas non plus. Le principe, c'est que je peux utiliser ce qu'on appelle des tokens ou des critères qui vont me permettre de spécifier des choses spéciales par rapport à mon texte. Fait que, si on regarde, nous autres, ça nous dit qu'on a les caractères point d'interrogation plus étoile et des parenthèses qui sont capables d'être utilisés pour gérer des expressions régulières. Fait que chacun de ces caractères-là ont une représentation spéciale. Fait que le point d'interrogation permet de dire, ben, le caractère qui est devant, il est facultatif. Il peut être là, mais il peut aussi ne pas être là. Fait que, mettons ici, je prends le L, puis je viens mettre un point d'interrogation. Ce que ça dit, c'est que le L ici, il peut en avoir un, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas. Fait qu'on peut voir ici qu'il est quand même capable de détecter le Allo, parce qu'il y a ALLO, il y a Allo, ALO, mais il y a maintenant aussi le Allo ALO qui a été inclus dans cette possibilité-là. Donc, on peut voir ici que ça m'a permis d'avoir deux versions du texte qui est disponible. On a aussi la possibilité d'avoir le plus qui va me dire il faut qu'il y en ait au moins un ou plus que un. Fait que ici, je peux transformer ça avec AL plus O. Et là, le principe, c'est que ça me dit que j'ai un A, j'ai un L, puis j'en ai en fait de 1 jusqu'à une infinité de L. Puis après cette infinité de L-là, il faut que ça soit un O. Fait que le principe, c'est que si j'ai ALU, ça ne fonctionne pas. Puis si j'ai AO, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il en faut au moins un. Fait que on avait le point d'interrogation pour dire de 0 ou 1. On avait le plus pour dire 1 ou plus. Puis on va avoir l'étoile pour dire de 0 à un infinité. Fait que si je change le plus pour une étoile, mais là ça dit, ça commence avec un A. Il y a de 0 à une infinité de L. Et ensuite, j'ai un O qui termine ça. Fait que là, j'ai les Allo. J'ai le Hallo. J'ai le Hallo. Puis j'ai AO. Fait qu'on peut voir ici que lui est capable de gérer ces éléments-là. Il existe d'autres symboles spéciaux d'expression régulière. On peut utiliser
des crochets carrés. OK? Donc, les crochets carrés, ça va être d'une liste possible de caractères. Fait que ici, admettons, j'ai le Allo, mais je veux dire, regarde, ça peut être un O ou un U. Je suis correct aussi, un U. Fait que là, ce qu'on a, c'est, ça commence avec un A. J'ai une série de 0 à une infinité de L. Et je termine avec un O ou un U. Fait que là, je peux voir que les ALU, maintenant, sont possibles parce que A, L, U. Puis le ALU aussi, maintenant, est possible avec l'expression régulière que j'ai construite. Il existe aussi le point qui va me permettre de matcher n'importe quel caractère. Fait qu'à la place de dire AUE, je peux dire point. Puis là, ça devient intéressant parce que ça dit j'ai un A, j'ai de 0 à une infinité de L, puis après ça, j'ai n'importe quel autre caractère. Fait que là, on a rajouté un nouveau match qui est le A espace. Parce que j'ai un A, j'ai pas de L, puis ensuite, j'ai n'importe quel caractère. Espace, c'est fait partie de n'importe quel caractère. Mais le A ici ne compte pas parce que le saut de ligne, c'est pas un caractère. Tu sais, ça considère le saut de ligne comme étant une partie à part. Fait qu'avec ça, on est aussi capable... on est capable d'avoir pas mal de variantes possibles. OK? Puis, on peut aussi avoir des alternatives. OK? Le dernier qui est intéressant, ça va être le principe d'alternative. Donc, je peux utiliser... si on prend ça... On fait juste mettre l'alternative. On va juste prendre l'alternative. Donc là, ici, on peut voir ici le principe de j'ai du texte littéral que je recherche. Et après ça, entre parenthèses, j'ai une alternative, un booléen, une barre verticale, qui dit c'est soit celui-là, soit celui-là. Et que là, je peux avoir comme plein de variantes pour être capable de gérer différentes possibilités avec ça. Fait que les expressions régulières, c'est super puissant, mais la problématique, c'est que c'est hautement illisible une fois que tu en as une. Fait que si on reprend tantôt ici, là, mettons qu'on prend un exemple de comment est-ce qu'on fait pour faire marcher des numéros de téléphone, là, notre problème de tantôt, là. Ça ressemble à ça, là. OK? C'est vraiment intense les principes de gestion de regex parce que ça devient rapidement illisible. Il y a des éléments qu'on n'a pas vus aussi, là, comme mettons genre le /d, ça veut dire que c'est n'importe quel chiffre. OK? Après ça, ici, entre accolade, c'est une répétition de 3. Fait que 3 chiffres. OK? Après ça, ça dit y a-tu possiblement un espace? Là, est-ce qu'il y a possiblement un trait d'union? Est-ce qu'il y a un autre 3 chiffres? Est-ce qu'il y a un autre espace? Ou est-ce qu'il y a un tiret? Est-ce qu'après ça, il y a 4 chiffres? Donc, tous ces éléments-là font en sorte que
il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais autrement, on a toutes les versions de numéros de téléphone qui sont détectées correctement. Fait qu'on est capable de prendre ces expressions-là, puis être capable de les rentrer dans nos différentes routes avec Express. Donc, si on regarde ici, on a le principe de une route comme ça. On va aller la prendre, puis on va aller la tester. On va retourner ici dans notre code. Fait que ici, on a une route avec un get. On a la route A, B, point d'interrogation, CD. Mais le point d'interrogation ne fait pas partie de la route directe. Hein, c'est l'expression régulière. On vient de voir que le point d'interrogation, c'était pour un élément facultatif. Fait que ça veut dire que ça va répondre à la route ABCD et à la route ACD. Hein, les deux vont répondre correctement. Fait que si on repart ici, notre petit affaire, puis on s'en va sur un autre. Localhost 3000. Puis nous autres, on a ABCD. Puis là, je peux voir ici que ça me donne le send que moi j'ai donné. C'est tout simplement le AB.CD. Mais si j'enlève le B, ça marche quand même. Là. Hein? Donc, j'ai deux routes différentes, mais en fait qui sont gérées par le regex, qui me mènent au même endroit. Fait que là, si j'ai besoin de savoir c'est quoi que j'ai écrit, là, c'est là que ça devient intéressant d'aller rechercher dans la requête le original URL. Hein, comme ça me permet d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Fait que ici, si j'ai /ACD, ça me dit, ben là, ici, tu étais à /ACD. Si c'est /ABCD, ben là, ça me dit, c'était /ABCD où c'est que tu as été. Donc, je peux regarder cette URL originelle-là, puis commencer à être capable de gérer dépendamment de qu'est-ce que j'ai besoin. Fait qu'on a la possibilité d'avoir des routes qui sont avec des expressions régulières. Les expressions régulières qui sont une méthode de créer une règle qui va répondre à plusieurs motifs, hein, à plusieurs patterns, puis qui a un langage qui est hautement fatigant. Fait que le principe souvent, c'est que quand tu as une problématique, la majorité des problématiques existent déjà. Là, fait que mettons, je veux un code postal canadien. Hein? Ben, je peux ici aller détecter les bons codes postaux canadiens. Ici, dans les choses intéressantes, hein, on peut voir ici qu'il y a une liste de lettres qui ne sont pas toutes les lettres. Oh, on regarde pas. Bon point. Donc, quand on veut chercher, là, on peut chercher nous-mêmes des problèmes déjà préfaits. Là, fait que, ici, mettons, Canada Postal Code. Fait qu'on peut avoir hein, des regex qui semblent gros, là. Hein, mais le principe, c'est que c'est tout le temps 09 AZ 09. Mais, si on regarde ici, point intéressant, la première lettre, c'est pas toutes les lettres qui sont disponibles. Donc, il y a certaines lettres dans un code postal que tu ne peux pas avoir comme première lettre. Donc, A, B, C, on voit que le D, il n'est pas là, F, il n'est pas là. Donc, il y a certaines lettres qui sont privilégiées dans les codes postaux canadiens. Mais le principe ici, c'est juste de dire que quand on recherche du regex, souvent, on va aller ne pas le construire soi-même parce que c'est quand même long et fastidieux. Hein, tu peux aller travailler avec du monde qui ont déjà vu qu'est-ce que c'est supposé faire
et qui ont travaillé très fort pour te donner quelque chose de directement fonctionnel. Fait que ça, on est bon avec ça, ça, on est bon avec ça, ça, on est bon avec ça. Fait qu'on est capable d'aller chercher plusieurs différents chemins. Une autre chose qui peut être intéressante d'aller chercher, ça va être de l'information dans le chemin qui peut être variable. Fait que souvent, qu'est-ce qui va arriver quand on va vouloir faire des serveurs qui vont répondre à des requêtes? On va avoir dans l'adresse une information sur l'objet, sur son numéro de série, sur son numéro d'identification pour comme être capable d'envoyer la requête à la bonne place, pour être capable de s'identifier, pour être capable de bien présenter la chose. Fait que souvent, mettons, ça va être, mettons, genre / utilisateur / le nom de quelque chose. Donc, c'est des choses que vous voyez souvent dans des adresses. C'est, mettons, tu t'en vas sur Facebook, tu cliques sur un événement, puis là, tu vas avoir comme une série de longs chiffres qui va être comme le numéro de l'événement dans la base de données de Facebook. Ben, quand tu as ça, c'est pas une route qui a été faite de manière manuelle. Hein? C'est une route qui a été faite de manière automatique qui est capable de gérer le fait qu'il y a une partie qui est variable. Fait que pour être capable de faire ça, on va avoir les route parameters. Donc, les route parameters, le principe, c'est qu'on va avoir dans notre chemin une partie du chemin qui va être désignée comme étant variable. Comment est-ce qu'on fait pour désigner cette partie variable-là? Bien, on va, dans le chemin, préfacer le chemin avec un 2 points. Donc, en mettant un 2 points, on écrit quelque chose, mais ça va être le nom du paramètre. Fait que si ici on a un exemple, on va aller l'écrire et le regarder. On arrête, on repart. Fait que là, ici, on a un chemin, OK, qui a à l'intérieur 2 éléments paramétrés. Et là, le principe, c'est que dans cette partie de chemin-là, donc il faut quand même que j'aille le restant du chemin qui est comme je l'espère. Mais avec la partie paramétrée, quand je l'exécute, je vais avoir dans ma requête un nouvel objet params. Puis dans cet objet-là, je vais avoir les valeurs que j'ai envoyées associées, hein, user ID puis book ID, c'est les noms que j'avais donnés à ces paramètres-là. Donc le premier c'était user ID, le deuxième c'était book ID, si je regarde ma requête. Le premier c'était user ID, c'est 34. Mon deuxième, c'est le book ID 4563. Donc ça me permet facilement d'aller chercher des informations, d'être capable de démarrer, hein, de démarrer une recherche, hein, avec des informations identifiantes pour aller chercher une information spécifique, puis là, la modifier, envoyer une requête, une autre requête, envoyer une instruction, okay, commencer à faire tout ce que je pourrais vouloir faire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. On a une autre variation de ça qui va comme mélanger les deux éléments qu'on a vus. Parce que là, ici, la problématique, attends, si je reviens du côté code,
c'est que si je rentre n'importe quoi, hein, ça fonctionne quand même. Okay? Donc, si je m'attendais à avoir des numéros, hein, si je m'attendais à avoir quelque chose de précis, juste d'avoir le paramètre direct, c'est vraiment, ça peut être n'importe quoi. Fait que là, si je veux avoir quelque chose de plus spécifique, je peux mélanger ça avec les expressions régulières en utilisant comme route, bon, j'ai la partie standard, j'ai la partie avec un élément qui est paramétré, variable, puis on va avoir entre parenthèses une expression régulière. Donc ici, si je me demande c'est quoi l'expression régulière, je peux aller la voir, je peux aller la mettre, puis là dire, OK, ben on va voir, c'est quoi ça? Là? Fait que ici, le /d, je peux voir que ça dit matches a digit, donc c'est un chiffre. Et après ça, j'ai le plus qui me dit que ce dernier élément-là, ben j'en ai de 1 à une infinité, j'en ai un ou plus. Fait que le principe ici, c'est que /d+, ça représente un nombre. Hein? Donc, le principe, c'est que tant que c'est un nombre, mais si c'est du texte, ça ne fonctionne pas. Donc, en prenant cette version-là, on retourne dans notre code, on change. Wouhou! Pardon. On change le user ID pour avoir juste des options avec des valeurs numériques. Bon, si... oups, ici... Ça m'a fait quelque chose. J'essaie juste avec... Ouais. CV, je repars. Avec ça. Quelque chose que je ne suis pas certain de qu'est-ce qui se passe. Ça tombe bien parce qu'on est rendu à une deuxième petite pause. Je vais voir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Et je vais revenir avec cet élément-là. On se prend une autre petite pause. On revient à E5. Puis on va aller voir le principe de middleware. Donc, petite pause, retour, 16h05. Donc, on est de retour. Puis, ce qui ne fonctionnait pas, c'était à moi de lire la documentation. Donc, il faut faire attention parce que quand ça fait partie de chaîne de caractères, les backslash sont considérés comme étant des symboles spéciaux, hein, comme \n ou \r. Donc, si je veux avoir une représentation de un backslash, il faut que j'utilise 2 backslash pour être capable de représenter. Donc ici, ça donne littéralement l'exemple pour écrire \, d pour représenter un seul backslash. Donc ici, dans notre exemple, c'est en fait un double backslash pour représenter un seul backslash. Et quand on arrête ça, on repart ça, on a la requête, on a l'utilisateur, puis là on peut aller chercher le 34. Puis si on écrit blabla à la place, ça me donne une erreur 404 pour dire que ça ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est bon. Ce qui nous reste à regarder aujourd'hui, ça va être le principe de middleware. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.
Donc, puis de routeurs aussi. Donc, il existe la possibilité, hein, quand on avait regardé le principe des middleware, qu'il y a une partie next qui existe. Donc, next, c'est en fait, c'est pas un objet, okay, comme on avait pour les autres, c'est purement une fonction que je peux invoquer. Hein, donc, on peut voir ici, on a le next. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si on a dit le principe du middleware, hein, ça le dit dans son nom, c'est le middle de quelque chose. Fait qu'on a la requête, puis là, on peut avoir plusieurs middleware. Puis, à la fin de cette chaîne-là de middleware, on va avoir notre réponse. Hein, notre réponse que nous, on utilise avec le send. Donc, on a ici le principe du send qui me permet de renvoyer une réponse. On a différentes autres options que, dans Express là, que nous, on ne verra pas vraiment. Là. On peut envoyer un fichier, on peut arrêter, on peut demander de télécharger un fichier, on peut envoyer juste le statut. OK? En fait, ça, c'est la version que nous, on avait tantôt, juste en envoyant le nombre. Hein? Donc, tu peux envoyer juste le code de statut directement. Hein? 404, 403, 500, comme tu veux. Dépendamment de qu'est-ce que tu veux représenter. Mais nous, on a le send qui me permet d'envoyer directement soit des chaînes de caractères. Tu peux aussi directement envoyer des objets. Puis, si tu envoies un objet, ça va automatiquement être transformé en JSON. Donc, ça, c'est aussi une option qui va souvent être utilisée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à cette partie-là? On revient à notre middleware. Donc, le principe, c'est que je peux avoir des configurations de middleware. Puis, pour être capable de dire, j'ai fini de travailler, tu peux passer à la prochaine étape, au prochain middleware. Ben, c'est là qu'on va invoquer le next. OK? Donc, on a un exemple, okay, d'un middleware qui va avoir une application de base, un peu comme qu'est-ce qu'on a. Puis, on va ici construire un middleware, okay, qui va être juste de marquer console logged. Okay? Ou en fait, on va mettre une nouvelle date, mettons. Fait qu'on peut dire qu'on va se faire un middleware. Puis on va faire app.use. Puis là, le principe, c'est que c'est une fonction qui a la requête, qui a la réponse, mais qui va aussi avoir la fonction next. Puis là, moi ici, je veux juste voir qu'est-ce que ça fait. On ne voit pas l'écran. Ah ouais, bon point. Je suis en train de l'écrire ici. Ça, fait que ici, j'ai fait le use. Puis j'ai une fonction qui va avoir le next, en plus du rec puis du res. Fait que j'ai un console log. Et mettons, on va dire new date. Et je veux juste avoir une gentille date. Donc on va se... Je vais remettre... Fait que là, ici, c'est juste une affaire pour avoir la date, là. Juste pour que ça soit quelque chose de le fun. Puis là, le principe d'utiliser le use, c'est qu'on va être capable de l'avoir sur toutes les opérations. Puis, le principe, c'est qu'une fois que j'ai terminé, j'ai besoin de dire, OK, ben j'ai terminé, je peux passer au prochain de la liste. Fait que là, maintenant, quand je vais laisser ça, on va clearer ça, on va fermer ça. J'ai le not found, mais je peux voir que ça a été logué, ça me donne la date là ici. Là.
OK? Puis là, si je voudrais avoir... je veux pas le... On va se prendre à la place. Local string, comme ça va me donner l'heure à la place, ça va être plus drôle. Comme ça. Hein, ça me donne le log, ça dit l'heure. Où c'est que ça s'est passé? Hein? Puis là, si je fais la bonne chose, ça me donne la bonne chose, puis ça m'a relogué un autre coup, une autre requête. Puis là, si je voulais, je pourrais dire, je pourrais même faire un autre console log, puis être capable de dire, admettons, donne-moi c'est quoi la méthode. Dis-moi c'est quoi l'URL. Oups. On part ça. Puis là, on a comme un système qui me permet de gérer l'information. Puis à chaque fois que je fais un send, ça me donne la nouvelle gang. Si je change, ça me donne qu'est-ce qui a été donné. Fait que le principe, c'est que j'écris une partie de programme qui est capable d'être effectuée avant d'arriver à ma réponse. Puis là, ici, on en a un qui est seulement informatif, mais on prend d'avoir un qui est transformatif aussi. Donc, en fait, c'est ça qui se passe quand on a ici ce middleware-là. Le but de ce middleware-là, c'est que lui, il va lire le texte, puis il va le transformer en objet JavaScript. OK, c'est ça qu'il fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser si on a n'importe quel élément qui va être en JSON. Particulièrement, c'est ça qu'on va avoir quand on a un body, habituellement avec les posts. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'utiliser. Mais derrière ça, c'est un autre code qui fait juste ça derrière. Okay? Donc, en fait, si je me demande si je peux même juste aller voir. Je suis curieux de si on peut aller le voir. Fait qu'ici, c'est le code, en fait, qui va gérer notre affaire. Là. Fait que body parser, c'est le nom de la librairie qui va le traiter en JSON. Là. OK? Fait que le code qui existe, là, c'est ça ici. Là. Puis tu peux voir ici, c'est les mêmes affaires. Là. Le rec res next. OK? On a le next. Puis là, il y a comme plein de codes avec, là, mais le principe, c'est que c'est le même principe de middleware qu'on vient nous juste de faire. C'est juste que c'est une version plus complexe, hein? Plus étoffée pour faire des choses plus intéressantes. Fait que, il existe des middleware aussi comme pour traiter, admettons, de l'authentification. D'être capable de dire, ben, si tu t'es authentifié avec les bonnes informations, ben là, tu es capable d'aller chercher de l'information, puis là, de passer après ça pour avoir ben, les informations de l'utilisateur qui est logué, la gestion de qu'est-ce que c'est supposé travailler comme, comme instruction. Donc, on peut, avec les middleware, commencer à faire des transformations aussi à l'intérieur de nos programmes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va aller regarder. Le principe de route. Donc, on a vu que souvent, on avait, comme dans l'exercice, on avait le même chemin, puis on avait différentes routes dépendamment de la méthode. On avait vu au début d'aujourd'hui qu'on est capable d'utiliser
le point all pour être capable d'aller toutes les chercher, puis là, de commencer à utiliser l'élément de la méthode pour être capable d'aller chercher ce qu'on a besoin à l'intérieur de ça. Bien là, on a le même principe, mais avec le principe de route à la place. Donc là, c'est vraiment fait expressément pour avoir une distinction entre les différentes méthodes. Donc, si c'est des chemins communs, mais des actions complètement différentes. Donc, le all est quand même intéressant dans ce qu'on avait, nous autres, parce qu'on avait le send qui était tout le temps le même. En tout cas, c'est ça que nous, on avait fait. Mais quand c'est des actions qui sont complètement différentes, on a la possibilité d'avoir le routeur, okay, qui nous donne une route. Fait que la route est là. Puis là, après ça, lui a besoin d'avoir différentes configurations pour chacune des méthodes que tu veux traiter. Fait que là, je vais pouvoir prendre le get, le post, le put, puis ils vont tous être ajoutés, configurés sur cette route-là. On peut voir ici que le get, le post et le put ont seulement un paramètre plutôt que de deux. Hein, ils n'ont pas besoin de la route parce que ça a été déjà préétabli auparavant. Dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être le principe d'un routeur. Donc ça, c'est pas quelque chose que nous, on va regarder, mais quand on a des routes qui sont vraiment super grosses, puis qu'on a vraiment besoin d'avoir un fichier qui aurait des milliers de lignes de code, c'est pas une super bonne pratique d'être capable de faire ça. Pardon. Donc souvent, on veut être capable de séparer ça entre différents fichiers. Donc, le principe, c'est qu'on peut avoir une partie des chemins routables, donc des chemins auxquels je peux aller. Fait que, admettons, j'utilise un middleware, je mets un get sur la racine de cet emplacement-là, je mets un about sur cette partie-là de mon site. Puis là, ici, ce que je peux voir, là, c'est que c'est pas le app que j'ai utilisé. C'est un routeur. Okay? Donc, c'est une extension de l'application que je vais pouvoir plugger sur une autre partie de route. Et comment ça va fonctionner? C'est que je vais pouvoir, dans mon programme, utiliser ça puis dire, là, je veux utiliser ce routeur-là, okay, que j'ai créé. Puis, je vais vouloir l'avoir sur ce chemin-là. Donc, je vais devoir commencer sur ce chemin-là. Puis, une fois que je suis sur ce chemin-là, c'est là que je vais aller commencer à aller regarder à l'intérieur de ce routeur-là spécifique. Donc, le principe, c'est que pour se rendre sur le Birds homepage, il ne faut pas aller sur le slash. Il faut aller sur /birds/. Okay? Donc, c'est la racine de cette partie-là du site. Puis ici, je m'en vais sur /bird/about. C'est là que je vais aller, que je vais comme tomber sur la page ou le résultat qui me parle des About Birds. Puis le principe aussi, c'est que le middleware qui est utilisé va seulement être activé quand je suis dans cette partie-là du chemin. Puis là, après ça, ben, ça veut dire que ça peut être dans un fichier séparé. Puis là, je peux comme avoir différents fichiers pour différentes comme arborescences, okay, de mon système pour être capable de travailler facilement avec tout ça. Excellent. Donc ça fait le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. On a un exercice à faire ensemble. Là, ici, il n'y aura pas de temps au début de la prochaine séance pour le terminer. Donc, je vous demanderai de passer le temps et d'être prête au début de la prochaine séance. Le principe, c'est que à la prochaine séance, on va corriger cet exercice-là. Puis, je vais vous donner notre projet de plus grande envergure, okay, un devoir qui va être évalué. Puis, vous allez avoir la période pour commencer ce devoir-là, puis être capable de l'avancer, poser des questions pour être certain qu'on puisse donner un bon coup
dès le départ dans cet élément d'évaluation-là. Fait que, Excuse-moi, oui, est-ce que c'est possible de l'avoir un peu à l'avance? Parce que vu qu'on a un long congé de 4 jours, là, on pourrait en profiter. malheureusement, il n'est pas encore terminé, fait que je ne peux pas vous donner quelque chose qui n'existe pas encore dans sa version finale. Ah, d'accord. OK, c'est bon. il y a des limitations de la réalité, malheureusement. Je comprends, je l'aurais donné si je l'avais. Excellent, donc on a quand même l'exercice à faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de rehausser le serveur qu'on a fait comme exercice à la dernière période en venant rajouter différentes fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui. Donc, je vais mettre dans le chat les éléments que je veux avoir. Ici, attends. Est-ce que tu es capable de mettre des bullet points à la place? Ouais. J'ai juste pas aimé que je fasse un copy-paste. Comme ça. Si on regarde, écoute ici, on s'en va ici. Donc, rajouter au serveur de notre compteur, là, okay, on veut avoir des éléments additionnels. Donc, on veut être capable d'avoir avec un post sur chemin plus, on va vouloir utiliser le body, okay, le contenu. Donc, le body qui va me dire c'est quoi le nombre. Si tu peux envoyer un objet en JSON, un exemple ici, où c'est que tu marques count, puis là tu mets la valeur. Puis là, moi, ce que je veux être capable, c'est de rajouter cette valeur-là au compteur. Ensuite, je vais être capable de faire la même chose, mais pour le soustraire. Fait que ça, c'est en utilisant le body avec le post. Ensuite, on a aussi besoin de faire deux différents get, donc pas de post directement, des get sur chemin plus, mais là avec une valeur qui va être directement dans l'URL. Donc ici, ce serait genre chemin plus 45, chemin plus 123. Donc essayez de faire que seulement des nombres fonctionnent, que si ce n'est pas des nombres, ça ne fonctionne pas. Puis que, encore une fois, ça le rajoute ou ça le soustrait au compteur. Puis, je veux faire en sorte que on a chemin, puis là, on a commencé à mettre des choses sur chemin. N'importe quoi d'autre qui arrive sur chemin, autre que ceux-là, ça me retourne un code de statut 403, là, qui est le forbidden. Okay? Donc, je veux qu'on change le code de statut par défaut, que ce ne soit pas 404, mais que ce soit 403, pour se donner plus de conséquences. Fait qu'on a ces 5 ajouts-là à faire à notre petit serveur. On a la prochaine heure et demie pour être capable de travailler là-dessus. Puis après ça, on se revoit la semaine prochaine pour corriger cet exercice-là, puis voir ensemble le premier devoir / projet du cours. Ça mettrait terme à notre partie magistrale. Évidemment, si vous avez quelconque problème, si votre environnement ne fonctionne pas, des fois de le repartir, OK, on n'est pas trop certain de c'est quoi la procédure, n'hésitez pas à me contacter sur Teams pour que je puisse vous aider, vous faire avancer, puis que vous ne soyez pas bloqué nulle part.